Nous arrivons bientôt à la résolution de ce livre 1. Bien des questions trouveront leur réponse, et bien d'autres resteront en suspens jusqu'à l'ultime révélation à la fin du livre 2. Passons en revue le résumé des épisodes précédents. Pierre et Franck ont créé un algorithme qui a généré virtuellement un univers aussi vaste que le nôtre, dans lequel la vie, qu'ils n'avaient pas programmée, est apparue. Un groupuscule de l'ombre, issu de la toute première loge maçonnique descendant directement des Templiers, dont le signe distinctif est un liseré orange au pourtour de leurs vêtements, est à l'œuvre pour récupérer cet algorithme, que Pierre avait scindé et caché, mais que Kylian a involontairement mis à jour. À la tête des liserés oranges se trouve Julian, qui semble être en relation avec un être sublime, qui pourrait bien être un dieu. C'est cet être sublime qui ordonne à Julian de récupérer l'algorithme. Kylian accompagne Pierre dans son bunker à Montpellier, après que les liserés oranges l'aient attaqué lui et Gabriel. Il va aider Pierre à défendre les morceaux d'algorithme encore cachés. Gabriel va les rejoindre une semaine plus tard. Mais les liserés oranges sont encore là, et Kylian, mis à mal par l'un d'eux, va être sauvé par un homme étrange, affublé d'un costume, d'un feutre gris, et arborant une montre gousset grâce à laquelle il va disparaître comme par magie. Les liserés oranges s'emparent malgré tout de l'algorithme. Les jours qui suivent, Kylian va tenter d'exprimer ses sentiments pour Gabrielle. Mais celle-ci n'est pas prête. Abusée par son père dans son enfance, elle est tiraillée par l'attirance qu'elle ressent en elle pour Kylian et son amour pour Dieu qu'elle utilise comme un rempart. Pierre, qui vit une idylle impossible avec une femme de son monde virtuel, monde qu'ils ont décidé d'appeler Sumérie, ne baisse pas les bras. Il décide de créer un cheval de Troie, car il sait que les liserés oranges vont se rendre sur Sumérie pour s'emparer d'un objet qui indiquera à leur chef, Julian, l'endroit où se trouve le serveur caché de Sumérie. Son stratagème fonctionne et il apprend où se trouve Julian, à Paris, près du quartier de la Défense. Pierre et Kylian se rendent sur place tandis que Gabriel veille sur Sumérie. Ils apprennent qu'il va y avoir un rendez-vous secret près d'un monument avec pour seul indice un nom, Temeur. Ils rentrent à leur hôtel où les attend Gabrielle. Mais celle-ci est tourneboulée. Elle a fait une rencontre bizarre sur Sumérie. L'algorithme source. Chapitre 20. Sapere. Pierre et Kylian s'installèrent et écoutèrent Gabriel leur raconter ce qui lui était arrivé sur Sumérie. Lorsque vous êtes parti, je me suis connecté à Sumérie. Je me suis dit que j'allais voir si la petite fille du village allait bien. J'avais décidé d'apparaître dans les bois, non loin du mausolée, afin d'éviter d'être vu. Pierre apprécia l'idée. Une fois de plus, j'étais subjugué par cet environnement, cette abondance de vie, et par le fait que très rapidement j'en oubliais que j'étais dans un univers virtuel. Et c'est alors que je me suis rendu compte que quelque chose m'avait vu. Une sorte de tortue, d'au moins 1 mètre, avec une carapace qui changeait de couleur constamment. Elle était posée au milieu du bois. Parfois, elle se confondait avec la végétation, comme un caméléon, puis les couleurs changeaient et elle redevenait visible. C'était beau et étrange en même temps. Elle me regardait avec de grands yeux, des yeux qui changeaient de couleur eux aussi. Et puis, elle m'a parlé. En fait, au départ, je n'ai pas compris. J'ai cru que c'était mon cerveau qui me jouait un tour. Je l'avais entendu me dire avec lenteur. « Moi, Sapere. » J'ai cru que la tortue me disait que je lui avais fait peur en apparaissant sous ses yeux. J'étais sur Sumérie, donc en fait, tout était possible. Une tortue qui parle, pourquoi pas? Alors je lui ai répondu. « N'aie pas peur, petite tortue. » Pas peur. Moi, Sapere. Et en fait, j'ai compris qu'elle me disait comment elle s'appelait. J'avais entendu sa peur, mais en fait c'était Sapere. Je me suis présenté à mon tour. Moi, c'est Gabi. Je suis enchanté de faire ta connaissance, Sapere. Tu es bien une tortue. Tortue, oui, je suis. Et qu'est-ce que tu fais là? Lui ai-je demandé. Parce que j'avais l'impression que cette tortue m'attendait. Comme si elle savait que
j'allais apparaître là, à ce moment précis. Je sais que c'est ridicule, mais c'est l'impression que cela m'a donnée. Elle m'a répondu alors une chose que je n'ai pas comprise. Sapere est comme la tour sombre. Sapere attend son pistolero. Ça n'avait aucun sens, et puis j'étais venu pour autre chose. Je lui ai dit au revoir, et je me suis tourné pour sortir de la forêt. Sapere t'accompagne. J'ai été surprise, et je n'ai pas su quoi répondre, alors je lui ai dit oui. Vous auriez été surpris comme moi. Non, vraiment, c'était étrange. J'en ai vu des personnages insolites dans les jeux vidéo, mais... Enfin, voyez ce que je veux dire. Sumérie, c'est plus qu'un jeu vidéo. Ouais, bizarre. Acquiesça Kylian. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai rejoint le chemin et je me suis dirigé vers le village de la petite fille. Sapere trottinait à mes côtés. Enfin, pas vraiment trottinait. Elle marchait avec des gestes lents, mais elle allait aussi vite que moi. C'était comme si elle nageait sur terre. Pierre, vous avez déjà vu une telle créature? Non. C'est bien la première fois que j'en entends parler, et vous pensez qu'elle vous attendait? Oui, c'est l'impression que j'en ai eue. Pierre lui indiqua de continuer tout en se tapotant la lèvre inférieure de l'index. Pensif. Enfin, bon, nous sommes arrivés au village, mais il n'y avait personne. Je me suis faufilé en douce le long d'une maison. Tu m'as dit que nos yeux trahissaient ce que nous étions, alors j'essayais d'être discrète. J'étais étonné qu'il n'y ait personne en pleine journée. Puis j'ai entendu un brouhaha de discussion venant de l'intérieur de la plus grande des maisons. J'ai regardé par la fenêtre, et tout le village semblait réuni là. Ils étaient tous autour d'une table sur laquelle était posé un arc et un carquois. C'était celui que j'avais utilisé. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'un des villageois leva la main pour demander le silence, et il se mit à dire. Je vous le dis, mes amis, la déesse veille sur nous. Des jours sombres approchent, des monstres sont sortis du mausolée. Mais la déesse est venue à nous pour les terrasser. De par-delà l'autre monde, elle nous montre la voie. Approche, Lise, Dit-il alors en direction d'une fillette, cachée jusque-là dans l'ombre. viens, ma fille, et révèle ce que tu as vu. Elle s'est avancée, et je l'ai reconnue. C'était la petite fille qui nous avait prêté l'arc. Elle était apeurée par tous ces regards braqués sur elle et le silence qui s'était installé. Ils attendaient qu'elle parle. Elle courageuse, Me dit tout bas Sapere. comme toi. Je ne lui répondis pas, j'étais trop bouleversé. Son petit visage timide était si attendrissant, si fragile. Mon cœur se serra quand elle s'avança devant l'assemblée. Sapere avait raison. Cette petite fille était courageuse. Elle jeta un regard suppliant à son père, mais celui-ci ne sourcilla pas. Et à contre-cœur, la tête rentrée dans ses épaules, elle se mit à tout leur raconter. La pauvre. Vous auriez dû voir comment ces adultes se rapprochaient d'elle, au fur et à mesure qu'elle parlait d'une petite voix craintive, presque inaudible, et comment leur ombre la mangeait, la faisait presque disparaître. Et quand elle en arriva au moment où elle nous avait vus avec nos yeux brillants, ils se reculèrent tous de 2 pas, et firent des signes dans l'air avec leurs mains. J'avais l'impression de voir ces gens dans les églises, qui, parfois, se signent avec tellement de ferveur qu'on les dirait pris de folie. Gabrielle fit une pause dans son récit. Ce qu'elle ne leur dit pas, c'est que Sapere avait fait une remarque. Une remarque pleine de naïveté, et pourtant troublante. Eux sont fous de croire fausse vérité. Ou peut-être est-ce fausse vérité qui a rendu fou eux. Et cette remarque l'avait touchée. Pour la première fois de sa vie, elle s'était demandé pourquoi elle croyait en Dieu. Et elle n'avait pas trouvé de réponse. « Et c'est tout ?» demanda Kylian, la faisant reprendre pied.
Non, j'en avais assez vu et je suis retourné sur le chemin. Là, la tortue s'est mise devant moi et a tendu son long cou vers moi, un très long cou. Ses yeux iridescents brillaient comme sa carapace. Et elle s'est mise à me parler. Tu dois te libérer du passé. Il est comme cette carapace, lourd et inconfortable. Une prison, il peut devenir si tu t'y enfermes. Ouvre ton cœur, libère-toi. Elle m'a souri, et puis, plus rien. Elle avait soudain disparu. Gabriel les regarda tour à tour. Croyez-vous que ce pourrait être un sbire de Juliane déguisé pour se jouer de vous? Demanda Pierre songeur. Non, je ne crois pas. Je ne vois pas l'intérêt, puis ça n'aurait aucun sens. Ouais. Et surtout, intervint Kylian, comment aurait-il su que tu apparaîtrais dans la forêt? Et puis, c'est quoi cette réflexion sur le passé? Il est possible que ce soit une créature extraordinaire, supposa Pierre. Je ne l'ai jamais rencontré, mais ce monde reste une création algorithmique. Qui sait quel être étrange le peuple? Cette tortue ne vous a rien dit d'autre? Non, mentit-elle. Eh bien, dans ce cas-là, c'est étrange effectivement, mais ne nous attardons pas plus sur ce sujet. Nous avons bien plus important à faire. Julian a un rendez-vous secret, et tout ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'un monument associé à un nom. Temeur. Allez, au travail s'il vous plaît. Kylian et Pierre se mirent à faire des recherches sur le net, et Gabrielle se posa dans un coin de la chambre pour chercher de son côté. Mais elle n'était pas concentrée sur ce qu'elle faisait. Elle restait perturbée par sa rencontre avec cette tortue, cet être qui s'appelait Sapere. Ce qu'elle ne leur avait pas dit, c'est qu'avant de disparaître, Sapere lui avait dit une dernière chose. Si tu veux être libre, fais confiance à Kylian. Lui seul saura te libérer et il aura besoin de toi autant que tu auras besoin de lui. L'algorithme source, chapitre 21. Le monument des droits de l'homme. Ah! Fit Pierre. Vous avez trouvé quelque chose? je crois oui. Ils se réunirent autour de lui. Regardez, j'ai trouvé un lien avec un certain Ivan Temeur, un artiste tchèque, dit-il en lisant l'article qu'il avait sous les yeux, qui a, sous la présidence de François Mitterrand, construit un monument pour le bicentenaire des droits de l'homme. Le monument des droits de l'homme? C'est le lieu de rendez-vous? Questionna Kylian. Peut-être. Il est situé sur le champ de Mars. Ils écrivent qu'il n'est relié par aucun guide touristique et qu'il est un peu à l'écart du champ et... Il suspendit sa phrase, puis regarda les deux jeunes comme s'il venait d'avoir une révélation et dit enfin qu'il est entièrement recouvert de symboles francs-maçonniques. On fait quoi? Demanda le jeune homme. On y va? Pierre hésita, puis comprit que ce n'était pas en restant dans cette chambre qu'il avancerait. Ils avaient une piste, il fallait l'exploiter. Allons voir ça de plus près. Il était étonnant de constater qu'un monument qui se voulait finalement être un symbole fort, semblant vouloir rassembler les Parisiens autour du souvenir et de l'héritage de la Révolution française, ne soit si peu mis en valeur. Au contraire, il semblait avoir été mis volontairement à l'écart pour n'être qu'un symbole qu'aux yeux des plus érudits et initiés. Le monument, bloc de béton posé sur un podium de 2 marches, présentait 2 colonnes qui ne soutenaient que le vide du ciel, encadrant un carré de béton et sa porte en bronze. Pierre, Kylian et Gabriel étaient restés à distance pour observer les va-et-vient autour du monument. Il n'y avait pas grand monde, pour ainsi dire, personne. Tu m'étonnes qu'il se soit donné rendez-vous ici. Y a pas un chat. Il a parlé d'une heure, d'un jour en particulier? Non. Écoutez, ce n'est pas en restant là qu'on en apprendra plus. Approchons-nous.
Et si nous voyons des liserés oranges, on s'en va, ok? Les deux jeunes acquiescèrent. Ils s'approchèrent donc du monument et virent très vite les multiples détails ésotériques et franc-maçonniques, gravés et sculptés sur le monument, sur la porte en bronze, sur les colonnes, les statues. Pierre fit le tour du monument, laissant Gabriel et Kilian au pied des marches. Il revint vers eux époustouflé. « Ce monument est incroyable !» Puis il se recula et s'interrogea sur la présence de grilles d'aération encastrées dans le socle, soutenant le monument des droits de l'homme. « Ça, c'est curieux !» dit-il en s'accroupissant devant l'une d'elles. « Ça vous pose question, vous aussi ?» fit soudain une voix derrière eux. Pierre se redressa sur la défensive et jaugea celui qui venait de parler. L'homme semblait tout droit sortir d'une poubelle. Chaussures dépareillées, dont une trouée, pantalon rapiécé avec du plastique, pull qu'on n'aurait même pas utilisé comme serpillière, visage mangé par une barbe très touffue, et des yeux bleus un peu fous, mais attendrissants. « Salut mon gars! Je voulais pas te faire peur. C'est tellement rare de voir des gens qui s'intéressent à ce machin. » Oui, bonjour. Qui êtes-vous ? Agostino Parisi. Mon blaze. C'est Agostino. Lui répondit-il avec un sourire édenté et tendit une main que Pierre accepta par réflexe, mais en la reprenant très vite, et en se l'essuyant discrètement sur l'arrière de son pantalon. « Vous vivez dans le coin ?» demanda Kilian. « Pour sûr, mon gars. Hey, je suis un Parisien, un vrai, un pur. Ouais, ça fait plus de 20 berges que je traîne mes savates dans le coin. Quand on me laisse tranquille, je vis à l'ombre de ce monument. Je peux vous dire que je vois tout ce qui se passe. Les gens qui y viennent et les rendez-vous bizarres ou coquins. » dit-il avec un clin d'œil vers Gabriel. Pierre fut soudain très intéressé. « Vous voyez des gens un peu étranges ou peut-être des liserés oranges sur leur col de leur chemise ?»« Liserés oranges ? Bah, je sais pas mon gars, mais des habitués, ouais. Et pour sûr, il y en a dans le lot qui sont étranges. Je peux vous dire, continua-t-il en jetant un regard prudent par-dessus son épaule, que la plupart sont des francs-maçons. » « Comment pouvez-vous en être sûr ?»« Ben, le monument !» dit-il comme une évidence. « Dites-moi pas que c'est pas vrai, vous savez ce qu'il représente quand même. Oui, ah ben vous me rassurez. Ce truc a été fait par et en l'honneur des francs-maçons. C'est pour le bicentenaire de la Révolution française qu'il a été construit. » Ses yeux bleus reflétaient bien de la folie, mais c'était une folie de passionné. « Vous savez que c'est les francs-maçons de l'époque qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Elle a été pensée, conçue et écrite dans les loges maçonniques. Ouais, c'est pas eux qui sont à l'origine de la Révolution. Mais pour sûr, ils l'ont accompagnée, aidé à grandir et à s'organiser. Ici, c'est comme qui dirait une sorte de sanctuaire de tout ce qui fait la franc-maçonnerie. Delta rayonnant, soleil, dessin de Newton. Regarde mon gars, regarde. Cette porte en bronze. T'as vu ces symboles? Et regarde là. Mozart, Goethe, Lafayette, Voltaire, Robespierre. Tous étaient des francs-maçons. Ouais, il y en a qu'un dans tous ceux qui apparaît là-dessus là, qu'en fait pas partie. Et pourtant, il y a son nom qui est gravé. Là, regarde. Poussin, 1594-1664. Et qu'est-ce que ça veut dire ? demanda Kilian. Poussin, Nicolas Poussin. C'est l'artiste qui a peint les berges d'Arcadie. Oui, je connais, dit Pierre qui trouvait Agostino bien plus intéressant et instruit que son apparence physique ne le laissait présager. Il avait mésestimé cet homme au premier regard. Mais qui sait qui il avait été avant de finir dans la rue ? Et lui-même avait été à 2 doigts de finir comme lui il y a 5 ans, lorsqu'il avait trouvé refuge dans ce taudis, et qu'il n'avait eu pour seule compagne que déprime et humeur sombre. Il chassa ses noirs souvenirs et continua. Certains pensent que ce tableau détiendrait la clé qui désigne l'endroit où serait caché le Saint Graal. Oui, S'enflamma Agostino, ravi de rencontrer un connaisseur. Venez voir, venez voir. Là, vous avez vu la citation ? Et in Arcadia ego. Lut-il en les regardant avec connivence, comme si cela devait leur être familier. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda à son tour Gabriel. Mes amis, c'est là un grand mystère. De ce que j'ai compris, ça dit que, même en Arcadie, j'existe. Vous allez me demander, c'est qui existe en Arcadie ? Eh ben...
Il laissa le suspense flotter un instant, puis... La mort. Mes amis, la mort. La mort? Arcadie, c'est le pays des délices, le pays des dieux à mon avis. Et si la mort y existe, alors peut-être ben que Dieu, il est mortel. Ouais. Enfin, je sais pas trop. Il fit une pause comme si son cerveau venait de bugger. Et Pierre en profita pour revenir sur les grilles d'aération. Vous savez pourquoi il y a des grilles ici? Les grilles? Oh oui, les grilles. Mes amis, qu'il y a une salle là-dessous. Et je suis pas le seul à croire ça. J'ai un pote qui dit qu'il a la clé pour y aller. C'est un historien. Un mec malin, on le nomme le renard. Critiqueur qu'il était dans son autre vie. Critiqueur, le critiqueur. Il faisait et défaisait les réputations avant. Ouais. Vous pourriez nous le présenter? Oh, je sais pas. Peut-être ben. Tu sais qu'il est un peu insociable. Un peu timbré, tu vois ce que je veux dire. Mais pour des érudits comme vous, c'est quoi? Je vais faire ça. Je vous aime bien. Allez, venez. Ils traversèrent le champ de Mars vers le coin sud-ouest. Sur le parking de l'école militaire, situé en face de l'entrée du champ de Mars, dans un renfoncement, il y avait un tas de cartons aménagés en abri. Agostino s'en approcha, en leur faisant signe de l'attendre. Hé, le renard! T'es là? Quoi? Râla une voix de sous les cartons. Renard, j'ai des amis qui veulent se rendre sous le monument. T'as toujours la clé? Une tête de binoclard, cheveux coiffés en arrière, le regard sévère, émergea des cartons. C'est qui? Dit-il de manière peu engageante. C'est un passionné. Il connaît le tableau de Poussin. Dit-il en invitant Pierre à s'avancer. Le renard dévisagea Pierre, l'air revêche. Vous avez gobé son histoire sur la mort. Pardon? Son interprétation du tableau de Poussin. Ah! J'ai trouvé une idée intéressante. Pouah! Des conneries! Bon, pourquoi vous voulez descendre en enfer? Pierre se dit que cet homme ne les aiderait pas s'il n'était pas sincère. Qu'avait-il à perdre de toute façon? Je suis à la recherche d'un groupuscule qui a assassiné mon ami. Je crois qu'ils ont un lien avec la franc-maçonnerie, et je sais que leur chef a donné un rendez-vous secret au monument d'Ivan Temer. Le renard scruta Pierre longuement, puis il sortit de son abri. Il était tout petit, et regardait Pierre la tête levée comme si celui-ci était un géant. Kilian faillit pouffer de rire, mais Gabi lui donna un petit coup de coude. Vous m'avez l'air d'un sacré illuminé, vous. Hein. Mais je vous crois. Vous pensez que le rendez-vous a lieu sous le monument? L'idée m'a traversé l'esprit. Vous connaissez le symbole du triangle renversé? Il est gravé sur le monument. Pierre dut avouer que non. Pouah, ça m'étonne pas. Peu de gens savent ça. Ce symbole est présent au centre du Louvre. Une pyramide inversée en verre, plongeant vers le centre de la Terre. C'est une métaphore, évidemment. Elle semble appeler à la recherche intérieure, ce que les anciens alchimistes évoquaient dans une formule mystérieuse. Visita anteriora terra rectificando in venis oculum lapidem. Ce qui veut dire? Demanda Pierre. Visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est une devise maçonnique. Que le triangle inversé qui se rapporte à cette formule soit gravé sur le monument des droits de l'homme est pour moi la preuve évidente qu'il y a quelque chose sous ce monument et que c'est important. Kilian et Gabriel s'étaient rapprochés. Le renard était maintenant moins désagréable, presque même avenant, et ils formaient tous les 5 un drôle d'attroupement dans ce recoin du parking. Donc vous auriez la clé qui mène sous le monument? Demanda Pierre. Ouais. Dans mon ancienne vie, j'étais passionné d'histoire. Et j'ai eu des recherches à faire sur les stations de métro fantômes de Paris. Et notamment celle du Champ de Mars. Que vous voyez là, juste en face de nous. Il indiqua du doigt sur le trottoir d'en face une ancienne sortie de métro, dont les escaliers étaient condamnés par une barrière en fer. Cette station abandonnée de la ligne 8 a été ouverte en 1913. Et elle sera fermée au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Elle ne sera plus jamais réouverte, contrairement à d'autres. En 1960, la station apparaissait encore sur les plans officiels de la RATP. Mais elle n'y figure plus dès 1970. Il existe plusieurs stations fantômes, mais les autres sont encore sur les plans de la RATP. Pas celle-ci.
Pourquoi? Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? Les francs-maçons. Cette station permet de se rendre sous le monument. En longeant les rails en direction de l'école militaire, on constate qu'il existe une seconde galerie, dont l'accès est bloqué par une grille très robuste. Ouais, la clé que je possède ouvre cette grille. Ouais. Vous me semblez être à la recherche de la vérité. Je n'ai jamais eu le courage de m'y aventurer, j'avoue. Mais si vous y arrivez, venez me dire ce que vous aurez trouvé. Il retourna sous ses cartons, puis en ressortit une très grosse clé. Pierre la prit en le remerciant. Une dernière chose. Je sais pas si cela vous aidera, mais quand j'ai trouvé cette clé, il y avait un message avec. Ça disait « La lettre D symbolise en hébreu la porte ». Cela a peut-être son importance. Pensez-y, si jamais vous êtes coincé. Le trio prit congé des 2 SDF et se dirigea vers la station de métro abandonnée. Devant la barrière qui en interdisait l'accès, ils s'arrêtèrent, regardèrent autour d'eux, ne virent pas de policiers, et faisant fi des regards suspicieux des passants, ils enjambèrent la barrière et descendirent les marches de la station de métro fantôme Champ de Mars. À l'angle de la rue, un homme en costume, la tête surmontée d'un feutre, et tenant dans sa main une étrange montre gousset, observait le trio disparaître dans la station de métro fantôme. Après quelques minutes, il traversa la rue, enjamba la barrière et descendit lui aussi les escaliers, mais sans que personne cette fois ne s'en émeuve, comme s'il était invisible à leurs yeux.